Et donc voilà, bienvenue dans une nouvelle chronique inutile qui m'a été inspirée de ma discussion que j'ai eue avec mon père. Et donc j'ai voulu parler de la mort et de la relation qu'on peut avoir au niveau personnel avec. Mais ensuite, bien sûr, c'est les chroniques inutiles, on peut aller où on veut. Et je suis rejoint par Julie, bonjour Julie, Bonjour François. et par Elias, hein, bonjour Elias. Bonjour, bonjour. Et ouais, et donc donc pourquoi j'avais envie d'en parler, c'est que dans la discussion avec mon père, même si on a plutôt parlé de folie et pas vraiment de mort, c'est que un aspect qui est sorti mais que j'ai pas voulu explorer, c'est quelque part quand on garde sa mort très près de soi, qu'on ne laissait plus de la fuir, qu'on ne n'essaie plus de la refuser, mais qu'on l'accepte ou qu'on n'essaie pas de mettre des illusions du style oh il y aura réincarnation ou quoi que ce soit. Et il y a un truc bizarre qui se passe où on vit plus en fait parce qu'on est moins endormi et il y a cet effet bizarre de la mort qui nous garde éveillés dans notre vie et qui nous garde très ancrés dans notre vie et très ancrés avec nos émotions et avec nos intentions et justement beaucoup plus conscient. Donc voilà l'idée que j'aimais et voilà dont je voulais parler et que si j'étais tout seul, j'aurais écrit tout un texte méga long. Voilà. Est-ce que ça, déjà, ça vous inspire quelque chose? Oui, Ok, plein de vas-y. choses. Ah, ok. Euh, ben, euh, ouais, je dois commencer. Ah oui, T'es pas d'accord. obligé, bah, si tu veux. Moi, je peux continuer à faire un Ah bon? monologue, hein. Et donc, le truc avec Non, la non, mort, c'est que c'est un pardon. allié enfin, c'est une sorte de présence qui, oui, ok, c'est genre, en fait, il y a un truc par rapport à l'inconnu. Tu vois, enfin, donc je continue mon monologue, comme ça je réfléchis. Et puis, si vous avez vraiment quelque chose à dire, n'hésitez pas de m'interrompre. Et donc, le Ça truc pour marche. moi avec la mort, c'est que c'est une sorte de présence que on a tous peur, genre, parce que c'est la fin de ce qu'on connaît profondément, qui est la vie, etc. Mais d'une certaine façon, bah oui, le cliché numéro 73 qui est ah mais oui, je crois que Mahatma Gandhi, ça a une citation qu'il a dit, c'est vis comme si tu devais mourir demain. Et en effet, quand on garde la mort bien proche de soi et qu'on se rend compte que oui, cette vie qu'on a est précieuse et c'est un cadeau parmi toutes les structures que les atomes et les molécules ont pu prendre après le Big Bang, nous sur notre petite planète Terre, tu vois, il y a de la matière complexe qui s'est mis les uns avec les autres. Et les résultats, après je sais pas combien de milliards d'années d'évolution, c'est nous qui sommes en train de discuter sur qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est la mort. Ou en tout cas, moi, pour le moment, qui fait un monologue. Et donc voilà, moi c'est le genre de truc. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, ouais, en fait, ce concept qui, en fait, fait peur à beaucoup de gens et qui limite engendre plein de croyances et plein d'automatismes de pensée, du style, bah, t'as des gens qui, eux, la mort, ils fuient la mort par le plaisir, ils disent, oh, moi, si j'ai plein de plaisir, ben, je vais pas mourir et j'irai bien. Il y en a d'autres qui la fuient par le contrôle, ah, ben oui, tant qu'il y a l'ordre et tout, que tout est parfait, alors c'est bon, ça ne viendra pas, je dois bien être propre et tout ça. Il y en a d'autres qui le fuient par la force. Oui, si je suis fort, alors à ce moment-là, je ne serai pas faible. Et puis alors là, je parle de trucs bien inconscients, mais ouais, je serai fort et alors là, la mort ne me touchera pas. Bon, là j'ai fait un long monologue. Vous pouvez complètement me contredire si vous voulez, ou informer, ou dire quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée de. Ben, il y a un peu. J'ai l'impression que quand t'es enfant, ben, après, c'est peut-être juste mon cas, mais j'ai l'impression que c'est un peu courant. T'as ce côté, t'envisages pas du tout cette espèce de consigne de fin, quoi. Et je compare ça, parce que tu penses pas forcément à la mort quand t'es petit, mais je veux dire, ton parent te dit, allez, il reste 5 minutes à la plaine de jeu et après on y va. En fait, tu détestes ce moment où il t'a dit qu'il restait plus longtemps. Parce que tu sais que ça va être bientôt fini. Alors qu'en fait, il y a. Comment tu sais pas combien le temps dure, si t'as pas une notion du fait que ça va bientôt s'arrêter, tu t'en fous un peu. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui, je sais pas si c'est très clair, Ouais. qui intervient quand tu es enfant. Et en fait, j'ai l'impression qu'après, pour ma part, l'appropriation du concept de ma mort et de ma fin, ça a été de me dire, bah ouais, peut-être ça va se terminer bientôt. Je sais pas quand, et c'est ça la grande différence. Mais du coup, autant profiter. Tu vois. Il y a un truc avec le fait que la mort est. On n'a pas sa date de fin, en tout cas.
Moi, je l'ai pas parce qu'on m'a pas menacé vraiment de mort directement là tout de suite et qu'a priori ma santé, ça va. Enfin, ça va Tu ne pas me tousses faire pas crever ou tout de quoi? suite. Et donc, du coup, on ne sait pas quand c'est et du coup, on peut profiter en se disant c'est peut-être long, c'est peut-être court. Et donc, il y a un espèce de juste milieu à trouver entre c'est pas dans 2 minutes, donc ça va, on peut profiter tranquillement. Et en même temps, c'est peut-être pas dans 8000 ans non plus. Donc, il faut quand même maintenant mettre des choses en place pour que ce soit chouette. Enfin, je sais pas, c'est pas très. Je pars un peu dans tous les sens en disant ça. Si, si, Mais si. Enfin, si je voilà. comprends bien, tu parlais, si je me permets de reformuler dans mes mots, c'est Reformule, que je tu t'en prie. parlais de comment, quand tu es pas inconscient, quand tu es un peu inconscient par rapport à la mort, donc là, tu parlais d'enfance, que quelque part, tu n'y penses pas et donc tu te laisses vivre ta vie dans ton complète inconscience et tu t'amuses et tout ça, et que quelque part, en devenant adulte, en acceptant que la mort est là en face de soi, il y a ce truc qui, ah merde, il faut être sérieux, mais en même temps, on ne sait pas exactement quand. Et donc, quelque part, et ça, c'est peut-être moi qui ajoute, mais quelque part, il y a la notion de se forcer à s'amuser ou mettre des trucs en place pour s'amuser. Je ne sais pas si j'ai bien reformulé ce que tu as dit. Ouais, enfin, c'est difficile de faire plus clair avec un truc qui n'était pas du tout, donc franchement, c'était pas mal comme reformulation. Ok. Mais ouais, il y a un peu de ça. Mais après, c'est pas forcément une injonction. Allô? Allô? Julie, on t'a perdu. Tu l'entends plus non plus? Je n'entends plus Julie. Je n'entends plus Julie. Ah, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, en effet. Bon, c'est pas Ouais, grave. Je vais lui envoyer un message. Parce qu'elle avait l'air lancée dans un truc très intéressant. c'est vrai? Euh, Bon, bah, C'est c'est pas vrai. grave. Mais du coup, vas-y, Elias, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus? Par rapport à ce qui a Bah été dit. justement, avant qu'elle parte, je l'entendais déjà plus trop, donc je sais pas trop ce qu'il disait en fait, mais moi j'avoue, enfin je sais pas si j'ai eu de la chance, mais bon sur le coup c'était vraiment dur à vivre, mais tu vois quand j'étais petit, j'avais des animaux auxquels j'étais assez attaché à différentes périodes, et la manière dont ils sont morts, c'était à la fois dur, mais en même temps, c'était assez doux pour que voilà, je puisse pas développer une relation trop toxique envers la mort. Donc, par rapport à ça, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a là où il y a quelque chose de nous, on est obligé de se structurer, de chercher le contrôle et tout ça. Ce que tu as dit, c'est un besoin quasi naturel parce que la mort, elle a son message le plus dur, c'est le chaos, quoi. C'est qu'elle arrive n'importe quand, elle peut être justifiée, elle peut ne pas être justifiée. Une fois, j'étais au collège, par exemple, je suppose que tu connais aussi ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive n'importe quand, à n'importe qui, c'est un truc de fou. Donc on est obligé de réagir par rapport à ça, dans un premier temps, de s'en défendre, etc. Et puis après, au bout d'un moment, voilà, une fois qu'il y a une sorte de confort qui s'installe, là, tu peux commencer à faire la paix avec, mais c'est un peu délicat, quoi. Ouais, 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 Parce clairement. qu'on est tous inégaux par rapport à ça non plus, à comment est-ce qu'on le reçoit. Ah bah non, non, non. Ah oui, par rapport à ce qu'on le reçoit. Ça, Ben ça, oui, c'est justement un autre point. c'est là qu'il y a encore plus de chaos, parce qu'on est tous différents, on réagit tout pareil, J'aimerais bien etc. contraster ça avec autre chose. C'est que quelque part, dans mes méditations sur la mort, une des conclusions assez simples à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en fait, on meurt tous. C'est probablement la chose qui nous lie tous. Non seulement en tant qu'humains, mais avec le reste de tout ce qui est vivant aussi. Donc, c'est-à-dire les bactéries. euh, donc, non seulement les bactéries, mais aussi les plantes. Il y a des systèmes solaires qui naissent et qui meurent. Donc, Julie, tu nous entends maintenant? Ouais, désolée, j'avais pas vu que je parlais dans le vide. Ah, ok. Ouais. Donc, pour te mettre à jour, Elias parlait de comment, dans sa jeunesse, il avait des animaux de compagnie et comment ça l'a un peu préparé à la mort. Et il a aussi parlé de comment, dans ses humanités, il y a un ami à lui qui est mort d'une rupture d'anévrisme et que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand. Et comment, en fait, et donc lui, ensuite, a conclu par dire que, d'une certaine façon, la mort, ça peut arriver n'importe quand et différemment pour tout le monde. Et là où moi j'ai contrasté ça en disant, je trouve justement que intéressant à la mort dans mes méditations et tout ça, que en fait c'est probablement la chose qui nous lie tous en fait. Que ce soit les plantes, les arbres, les animaux, les systèmes solaires, ils naissent, ils meurent.
le Big Bang, on peut dire que c'est une naissance, et les scientifiques, ils ont déjà fait des analyses en mode, on sait déjà que l'univers, d'ici autant d'années, n'existera plus parce qu'il sera tellement étendu que, je veux dire, tout sera dissipé, quoi. Et donc oui, il y a plein de contrastes bizarres à ce niveau. C'est quelque chose, ouais, en fait, de tellement central que en fait, c'est dans tout. C'est même au niveau conceptuel, en fait. Si par exemple, je prends un arbre et que je le coupe pour faire une chaise, bah déjà je tue l'arbre en prenant son bois. Ensuite, j'ai un bout de bois. Mais si je coupe le bois pour en faire la forme de la chaise, on peut dire que je tue le bout de bois et que je tue sa forme pour créer la forme de la chaise et pour donner naissance à la chaise. Ou à chaque fois qu'on mange quelque chose, encore plus simple comme exemple, c'est en fait on se nourrit d'une plante morte ou on se nourrit d'un animal mort ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la mort et la vie, ils ont une relation ouais, très liée. Je vous avoue que moi, je suis pas allé tellement loin là-dedans, mais c'est des trucs que j'observe, quoi. Je sais pas, est-ce que ça vous fait réagir, l'un de vous deux, n'importe qui? Julie, non? Ok, comme tu veux. Je sais pas, hein, comme tu veux. Parce Mais que moi, je vais réagir par rapport à un truc spécifique, enfin, parce qu'il soulevait quelque chose par rapport à l'univers et tout, mais justement, ça peut permettre de répondre. Et toi? mais moi, je trouve que ça ramène à cette idée de vision circulaire ou pas de l'existence et de Ouais, l'univers et c'est de ça. tout, en fait. Quand on a une conception circulaire, j'ai l'impression que c'est plus facile d'envisager la mort parce que, enfin, on sait que c'est juste, on participe à un truc fini et à la fois infini. Enfin, nous, on est des choses finies dans un truc infini et que donc on va pas exister en tant que tel pour toujours, c'est d'office, il y a une finitude, mais qu'on fait partie d'un ensemble qui, lui, est infini. Et donc, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins lourd, dans mon point de vue, d'accepter la fin, la mort, dans un contexte où on participe à quelque chose. Donc, Hmm. l'histoire du bois et de la chaise, c'est la même chose. En fait, oui, l'arbre, il est mort, mais il donne naissance à autre chose, et après, il reviendra, parce que des cendres de la chaise brûlée, enfin, ça viendra un espèce d'engrais pour un nouvel arbre. Enfin, voilà. C'est peut-être pas très biologiquement tenable ce que je raconte, mais vous avez l'idée. Ouais, ouais, j'entends. Ouais. Elias? Moi, c'était par rapport à ce que tu disais. Oui, voilà, les scientifiques disent qu'au bout d'un certain moment, l'univers sera tellement étalé, parce qu'il est en train de s'étaler. Au bout d'un moment, toutes les particules seront tellement étalées que voilà, c'est comme si que l'univers s'éteint en fait. Et mais par rapport à ça, pareil, ça, ce qu'on arrive à déduire par rapport à nos observations, les scientifiques savent très bien qu'à partir d'un moment donné, peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à quelque chose qu'on ne sait pas, une constante qu'on a mal, qu'on connaît mal, etc., qui, euh, qui génère à nouveau autre chose en fait. Il peut redéclencher d'autres cycles. Et là-dessus, le nombre de théories part en vrille parce que voilà, on est limité au bout d'un certain moment, quoi. Donc, conclusions sont limitées. Et c'est pour ça que la mort, au bout d'un moment, on ne la verra que comme quelque chose comme une limite, parce que nous-mêmes, on est limité, quoi, dans notre biologie. Et effectivement, si c'est plus grand que ça, heureusement, on a la capacité de le concevoir, quelque chose de plus grand, quoi. Ça, c'est chouette. Moi, j'avais envie de réagir à l'image que j'ai eue, et peut-être que ça rejoint ce que tu dis sur la science aussi, mais l'image que j'ai eue quand tu racontais tout ça, Julie, c'est, je sais plus exactement c'est quel gourou, mais quand j'étais encore à fond dans la spiritualité, tu as un gourou qui racontait l'histoire de l'océan. Et il disait, tiens, si tu prends un verre d'eau ou un bocal, que tu le mets dans l'océan et que tu le mets dans le bocal, est-ce que ce qui se trouve dans le bocal, est-ce que c'est encore l'océan, oui ou non? Et donc, il part dans toute une réflexion, en fait, pour dire, tiens, mais en fait, tu peux dire que ce qu'il y a dans le bocal, c'est complètement de l'eau de l'océan et c'est tout à fait comparable à l'eau de l'océan, mais le fait de l'avoir mis dans un bocal, ça le différencie entre parenthèses. Tout à coup, ça devient quelque chose à boire ou ça devient quelque chose à étudier ou quoi que ce soit. Et lui, il faisait un lien très intéressant, et puis j'en viens à un autre point, c'est que du coup, il dit, ben, en fait, quelque part, ce qui naît et ce qui meurt, c'est les formes que tu donnes à quelque chose qui est tout à fait uni, en fait. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, allez, on est tous finalement
allez, je sais plus, on vient tous du Big Prout, enfin du Big Bang. On est tous de la matière qui vient du Big Bang. Et ouais, c'est le genre de truc qui est hyper intéressant. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais au truc circulaire, bon, de mes quelques voyages que j'ai faits, que ce soit en Afrique ou en Inde, des endroits où ils ont une relation à la mort qui est quand même complètement différente. En Inde, oui, eux, ils sont complètement dans le truc circulaire. Là où en Afrique, c'est la mort, ils acceptent ça complètement. L'expression typique de... Bon, je suis allé en Centrafrique, en région centrale africaine. L'expression qui est à la mode, c'est pas comme si un tigre va te manger, enfin, c'est pas comme si un lion va te manger. Et en fait, c'est marrant parce que ça, c'est une expression qui est utilisée pour dire quand quelqu'un a peur. Tu lui dis, c'est pas comme si un lion va te manger. Parce que pour eux, c'est vraiment en mode, oui, en effet, si le lion me mange, c'est la fin. Là où si je fais ce petit truc qui est, je sais pas, aller sur scène. Bon, moi, je prends des exemples à moi. Draguer telle fille que tu aimes bien. Sortir, allez, t'inscrire dans un cours que tu n'oses pas faire parce que tu as peur de comment les gens vont penser de toi, quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, en fait. Ce n'est pas l'équivalent de se faire manger comme un lion. Et donc, voilà. Et quand tu vois le lion passer toujours, bah, il y a ce truc de oui, ok, c'est pas ça. Et je me souviens d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je suis arrivé dans la maison où j'allais habiter à Bukavu, à un moment, il était genre 4 heures de l'après-midi. Et moi, je suis là, ah, il fait beau, je vais marcher pieds nus. Et en fait, sur la route, là où je marchais, et le gars m'a arrêté juste à temps, tu vois, avant que je marche en fait sur un putain de cobra venimeux qui aurait pu me tuer, quoi, en fait, avec son poison, quoi. Ouais. Et en fait, le truc marrant que je me suis dit à cet instant présent, c'est putain, j'aurais pu y passer ou quoi que ce soit. Et c'est genre, waouh, tu vois, je sais pas, il y a eu un espèce de contact avec la mort très direct qui a fait que pour le coup, et vraiment, hein, le premier jour, qui a fait que j'étais là, oh putain, il faut que je dise merci à la vie et il faut que je la vis un peu plus sérieusement. Ce qui est assez similaire des gens qui ont eu des accidents où ils étaient entre la vie et la mort ou des gens qui ont vécu le cancer. Souvent, ces gens-là, quand ils en sortent, ils en viennent avec une vie réinvigorée et une nouvelle relation à la vie, quoi. Mais je vais arrêter de Ouais. parler, j'ai fait un long monologue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah oui, parce qu'il y a des enjeux qui tombent en fait. Quand tu t'approches de la mort, il y a des enjeux qui sont finalement très secondaires quand on remet les choses dans leur contexte, à savoir on va mourir à un moment donné, donc il y a plein de choses qui deviennent très relatives. Enfin, ça me fait penser, par exemple, ma tante qui est morte du cancer, à la fin de sa vie, elle avait perdu toute inhibition. Alors on peut mettre ça sur le dos des médicaments, des choses pareilles, mais en fait, je pense aussi que elle était tellement proche de la mort, voilà, c'était vraiment enfin, sa manière d'être sur la fin, que en fait, elle n'avait plus rien à foutre des conventions sociales, quoi. Ouais. Vraiment fort. Et donc, c'était hyper drôle parce que elle qui avait toujours été très très convenable, très polie, très dans les trucs un peu, enfin, dans des rapports un peu mondains, il fallait être à la politesse, toutes ces règles et tout. Elle en avait plus rien à secouer et ça devenait extrêmement marrant parce que c'était vraiment une autre personne, quoi. Ouais. Et c'était vraiment, je pense que c'était vraiment l'approche de la mort qui disait, mais de toute façon, tout ça, si je le pense pas, on s'en fout, c'est plus du tout important, quoi. Et Ouais. c'est vrai que du coup, c'est souvent des trucs qu'on retrouve chez des gens qui sont passés au ras de la fin, c'est qu'ils s'encombrent plus ou moins, en général, de considérations qui sont parfois un peu futiles et auxquelles on est attaché parce qu'il ne faut pas déplaire, parce que ceci, parce que cela. Voilà, c'est une caractéristique, c'est vrai qu'on le retrouve assez vite, assez souvent. Je sais pas si Elias, moi j'ai bien envie de rebondir. Je sais pas si Elias t'avais quelque chose que tu veux ajouter parce que j'ai beaucoup parlé. Non, je sais pas, peut-être. Bah, Bah ok, oui, alors je c'est rebondis une. tout de suite. Ouais, Et à vas-y. propos, bah, et justement, il y a aussi une notion de. Enfin, là, je parle clairement de. En fait, moi, je tiens. J'ai plusieurs journaux comme ça que je tiens. C'est pas des journaux en mode j'ai fait ceci aujourd'hui, mais c'est des journaux en mode où je remets en question mes croyances et où j'essaie d'arriver à des réponses. Pas comme un vrai philosophe, mais juste de manière concrète, je remets en question
Et moi, souvent, ce à quoi j'arrive, c'est mais est-ce qu'il y a un sens dans la vie? Et typiquement, moi, la Mhm. réponse que j'arrive, c'est putain, mais j'ai envie qu'il y en ait un, parce que sinon, je vais juste mourir et tout ça, ça aura été complètement futile et inutile. Et là Mhm. où je crois la dernière semaine, il y a peut-être eu vraiment un changement radical, en fait, c'est quand je me suis rendu compte, mais non, en fait, l'aspect inutile que la vie peut avoir, c'est presque libérateur dans le contexte de la vie que tu vis, parce que justement, tu n'es plus bloqué à devoir réaliser des buts ou à réaliser des choses qui sont pertinentes ou utiles, et tu te laisses simplement profiter du peu de temps que tu aurais et de son utilité, et que l'utilité, quelque part, te libère de croyances, de valeurs, de codes sociaux, et en fait, te laisse juste être qui tu es, et te laisse faire ce que tu as envie de faire, quoi que ce soit, hein. Et comme tu disais, en effet, pour rendre écho à ce que tu disais, j'avais aussi une tante qui avait le cancer, et en effet, c'était extrêmement similaire en fait. C'est que je crois que la dernière fois que moi je suis allé la voir à l'hôpital, c'est en fait, elle m'a dit François, ne te laisse pas, parce que bon, je suis de couleur, ne te laisse pas bloquer pour X ou X raison, ne te laisse même pas bloquer par toi-même, et vis ta vie, et laisse-toi profiter de la vie, aussi courte ou aussi longue qu'elle soit. Et c'est des mots qui me sont restés, mine de rien, surtout parce que elle c'était vraiment une introvertie, comme on disait là tout de suite, qui parlait très peu en fait, et que en fait, elle m'a fait tout un discours là-dessus, alors que ça se voyait que des médicaments, elle avait du mal à parler en fait. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Donc voilà, c'était Colette, pour ceux de ma famille qui écoutent, voilà ce qu'elle m'a dit. C'est mignon. Mhm. Donc voilà. C'est beau. Ouais, je sais pas quoi répondre à ton histoire, elle était belle. Bah ok, moi je peux amener la discussion autre part. Euh, Mhm. du coup, un autre truc que j'ai remarqué, parce qu'en fait, moi je suis allé à Rome enfin, en fait, au début du mois de février, quand il y avait le coronavirus et tout ça. Et j'ai vraiment eu une espèce d'illumination par rapport à tout ce qui est, comment dire, à tout ce qui est fonctionnement interne du cerveau, par rapport aux pubs, parce qu'en fait, j'étais pas dans mon pays, j'étais dans un autre avec une autre langue que je connais pas. Et donc, du Mhm. coup, j'ai vu les pubs à la télé, j'ai entendu les pubs à la radio, et par rapport au comment les politiciens parlaient. Donc, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, mais je voyais que leur non-verbal. Et dans le non-verbal, ce que j'observais, c'était une attitude de ah, tu vas mourir, tu vas mourir. C'est faire peur. Et puis, donc, vraiment utiliser cette espèce de peur de la mort, de peur du chaos, de peur de l'inconnu, pour ensuite proposer un out, en fait. Et l'out, c'est quoi? Donc la sortie, pour proposer une sortie de la mort. Et par exemple, l'out, c'est tu vas mourir, sauf si tu achètes cette voiture. Là, tu auras du bonheur. Là. Ouais. Tu vas mourir, sauf si tu Mhm. votes pour moi, parce que moi, je vais tout régler. Tu vas mourir, sauf si tu viens voir entre tel et tel jour le concert de blablabla. Tu vas mourir, parce que si tu rates cette opportunité d'acheter tel ou tel produit à moins cher, quoi. Je sais pas si ça vous fait inspirer d'autres trucs. Moi, j'ai vu ça. Moi, enfin, je sais pas, c'était vraiment une illumination. J'étais là, genre, j'ai vu ça et j'étais en mode, putain, je ne peux plus ne plus le voir en fait. Mhm. Ouais. Et ouais, c'était un moment fort. Et je crois que mon voyage à Rome, c'était juste pour ça, quoi. Mhm. Bah, Si on croit dans les forces et tout ça. du coup, c'était déjà un gros dossier, quoi. Ah Juste pour ça, bah, c'est énorme comme message, je trouve. Dire, Ouais. enfin, j'ai pas reçu une révélation pareille dernièrement non plus, mais c'est intense, quoi. ouais, De voir ça aussi clairement, tu vois, de dire, parce que j'ai traversé le miroir. Si tu dis, je peux plus faire autrement que de le voir, ouais. peut-être d'avoir traversé le miroir d'un truc. Mais ouais, c'est parce que ça, on joue fort dans la pub notamment et dans la propagande sur notre angoisse et y répondre, mais finalement, c'est comme créer un besoin, créer une angoisse, créer un truc, et puis hop, donner une réponse à quelque chose que tu n'as pas forcément en ces termes, ou en tout cas, euh, enfin, qui viennent réveiller chez toi un truc sans doute fondamental qui est une angoisse existentielle.
mais qu'on est d'accord que c'est pas ta dernière bagnole qui va la résoudre. Ouais, Enfin, c'est tout le trafic du bazar qui est qui est assez fou finalement quand on y pense. Mais je crois qu'en ce moment, on vit quand même. Il y a quand même pas mal de gens avec le confinement qui vivent de manière relative ces questions un petit peu quoi. Regarde Ouais, moi par ouais. exemple, enfin moi et plein de potes et encore je fais partie de ceux qui peuvent encore à la limite essayer de gratter quelques bifetons, mais là le confinement génère des problématiques par rapport à une sorte de mort sociale, mort économique Mhm. terrible quoi pour certains. C'est clair. J'ai des gens qui m'ont dit bon je suppose que d'ailleurs déjà plein de gens dans la merde déjà un mois ou deux, ça fait quoi, ça fait 40 jours là c'est ça, 47, 50 jours. Ouais, comme ouais, ça, ouais. on a fait descendre. Il y a des gens qui bientôt pourront plus se payer de loyer quoi. Alors comment on fait? C'est Non, non, c'est donc ouais, clair. il y a plein de gens. Ça dépend en fait ton niveau de qualité de vie. Genre si t'as pas mal d'argent de côté, bon bah il y aura peut-être plus de gens qui vont se mettre en mode pause, tu vois, qui vont attendre que la machine se remette en marche. Mais je pense que Mhm. t'en as quand même une bonne partie qui eux auront l'occasion, s'ils sont pas trop dans la merde, de se remettre en question, de toucher des questions plus profondes et il y aura un changement après le confinement peut-être pour ça, je pense. Quelque part, c'est à espérer, enfin pas du tout que les gens soient dans la merde, mais qu'on se pose des questions sur notre manière de consommer et sur ce que ça nous fait. Mais je me dis que de À plein de nouveau, niveaux, ouais. comme souvent chez l'être humain, on va avoir affaire à toutes les réactions. Et donc il y a des gens qui vont dire, ouais, ok, on abusait, en fait, on n'a pas besoin de tout ça, on va un petit peu ralentir et remettre un peu les choses, aller vers l'essentiel, vers plus d'équité, plus d'équilibre, etc. Et puis il y a aussi les gens qui vont avoir besoin de passer complètement à... Enfin, De euh, s'inventer des excuses et de continuer. ouais, et de contrebalancer l'espèce de manque ou de peur de manque. Hmm. C'est Ouais, en un peu disant le... si ça s'est passé, c'est parce qu'on n'était pas assez préparé et puis basta. Ouais, je vois. Ouais. Enfin, on voit ça avec les gens qui achetaient du PQ en masse, ou vraiment, ça me Ouais. fait mourir de rire, je comprends pas C'est du tout, fou, hein. C'est mais partout dans le j'imagine monde entier. que c'est un truc de... Oui, il y a un moment donné où on a eu l'impression qu'on manquait de ça, et du coup, c'est une manière de compenser l'angoisse que d'acheter ça en stock comme si t'allais chier plus, enfin, tu vois. Je sais pas, ça devient, ça n'a pas de sens. Et donc je me dis, les gens, s'ils ont l'impression de manquer, ils vont peut-être aussi réagir à l'inverse en disant, maintenant, maintenant qu'on a, on va profiter à fond Hmm. euh, de la consommation, quoi. Enfin, il y a souvent ce phénomène, on voit ça aussi chez des gens qui ont eu des enfances très très pauvres et qui en ont souffert psychologiquement. Ils ont besoin après de surconsommer, d'avoir des trains de vie de ouf. Enfin, ça, c'est un phénomène qu'on voit. Évidemment, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais il y a pas mal d'effets de balancier comme ça. Tu vas dans une extrême, tu vas Hmm. dans l'autre. C'est quand même un principe humain assez récurrent. Et donc, je me dis que en sortant de cette situation, sans doute, il y aura aussi tout un phénomène comme ça. Dans la mesure des possibilités, hein. L'économie se casse quand même la gueule de toute façon. Donc, voilà, mais je Euh, pense qu'il y a des gens qui vont vouloir surconsommer. ouais, ouais. Mais Mais de pour différentes manières, hein. ouais, vas-y, continue. T'avais pas Non. fini. Mais surconsommer aussi, par exemple, je vois ça par rapport à moi-même. Je me dis, est-ce que quand on va pouvoir revivre normalement, à savoir vraiment je ne sais pas quand, est-ce que je vais me ruer dans les bars et y passer ma vie? Ou, ou est-ce que je vais simplement me dire, en fait, fais-toi un petit une rétrovision de ce qui s'est passé avant. T'étais tout le temps dans les bars et même pour bosser, tu vois, j'allais au café, je travaillais là-bas, dans une espèce de truc où j'aurais pu boire ce café chez moi c'était devenu vraiment hyper fréquent au point de me dire, putain, en fait, tu ne profites même plus de sortir puisque tu es tout le temps dehors. Hmm. Et donc, je me dis, est-ce que je vais, par manque de ces moments-là, est-ce que je vais retourner à fond ou est-ce que je vais justement profiter de cette expérience où on n'a plus pu faire tout ça, où on a été privé d'une certaine forme de consommation? Est-ce que du coup, je vais en profiter pour savourer et de aller beaucoup moins, me dire, ah putain, là, je suis au café. Aujourd'hui, je travaille avec mon petit chocolat qui a été Hmm. servi par le serveur et pas par moi. Mon Dieu, que ça me fait plaisir. Ou bien est-ce que je vais complètement abuser, quoi, je sais pas. Hmm. Enfin, je sais que le mieux, ce serait de profiter en savourant des petites fois, mais je suis pas sûre de comment je ferais. Alors, Bref, Hmm. voilà. j'aimerais bien. Alors, quelque part, je crois que c'est difficile de prévoir le futur. Et donc, moi, ma philosophie à ce niveau-là, ça sert pas à grand-chose d'y penser. Mais j'aimerais bien réagir à quelque chose que Elias a dit, c'est la mort sociale.
Et donc, du coup, peut-être amener une idée un peu folle, c'est, disons tout dépend de comment on vit la mort ou quel est le symbole qu'on met derrière la mort. Je m'explique. Quelqu'un qui est ultra social, ne pas pouvoir, je sais pas, voir tous ses potes, bah pour lui c'est comme une mort et du coup ça veut dire c'est ma fin en fait, je n'existe plus et du coup il y a la peur qui intervient et donc on rentre dans des espèces de mécanismes de survie où on essaye, adrénaline, on achète plein de PQ, etc., etc. Pour certains, par exemple, moi, c'est plus l'ennui. Quand moi je m'ennuie, c'est vraiment, je pète un câble et je rentre en mode stress. Et donc, typiquement, quand je suis en mode stress, ce que je fais, c'est que je trouve des trucs à faire, des séries à regarder, des livres à lire, un jeu vidéo à jouer, des chroniques inutiles à faire. mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que la mort peut être complètement différente pour chaque personne. Pour une autre personne, ça peut être ne plus être unique ou ne plus avoir d'identité. Pour quelqu'un d'autre, c'est ne pas pouvoir s'exprimer. Et donc, on parlait de consommation. Enfin, tu parlais de consommation, Julie. Et en effet, je crois que pour certaines personnes, le fait d'avoir la liberté de bouger et tout ça, et de pouvoir faire ce qu'on veut, hein, cette liberté d'aller à gauche, à droite, ça représente quelque part la vie au niveau inconscient. Hein, et que donc, le fait d'être limité par ça, il y a ce truc de ah non, je vais mourir ou quoi que ce soit, alors qu'en fait on peut toujours aller acheter à manger, etc. Et que donc du coup, oui, en effet, il y a un profond stress qui se ressent et qui s'observe dans le sens où, bah oui, tout ce qui est violence conjugale n'a fait que grimper depuis le début du confinement. Les divorces ont grimpé depuis le début du confinement. Je suis en train d'oublier plein de trucs et d'ailleurs on a fait un épisode sur la peur récemment où Jean-Philippe avait fait un super bon résumé là-dessus. Mais que donc oui, quelque part le fait d'être limité dans ce qu'on croyait exister avant ou ce qu'on croyait avoir avant, oui c'est littéralement comme avoir sa jambe qui... Enfin en tout cas le cerveau pense que c'est comme l'équivalent de perdre sa bras ou perdre sa jambe ou alors tu pourrais complètement vivre sans ton bras ou sans ta jambe, mais c'est genre, c'est vécu, ah ben non, c'est impossible, je stresse, je dois à fond vivre comme si j'avais les deux maintenant, ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose, hein, ce que je dis, j'attends vos réactions affirmatives ou défirmatives. Euh, Ben oui, tu parles plus de comment? De ce qu'on a l'impression, enfin, de gens de comment on se sent amputé par une situation, en fait, c'est un peu ça. Ouais, Et ouais, donc ouais. de l'impression de mort sociale que ça peut générer. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout. Enfin, tu vois, si tu prends l'exemple, ou alors j'ai pas bien compris, mais si tu prends l'exemple de cette situation de confinement qu'on vit et qu'on ne s'attendait pas du tout à vivre, enfin, franchement, avant le 12 mars, vraiment, j'avais pas tilté, hein. Je voyais bien que c'était comme ça dans d'autres pays, mais je faisais, bah non, on va pas faire ça. Bah non, c'est dommage. Et donc, il y a des gens qui vont le voir comme une mort, mais pas forcément tout le monde, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est de nouveau, ça dépend où tu mets ton impression de vie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas. Mais non, 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 C'est... mais on est d'accord, c'est exact. Enfin, tu as utilisé d'autres mots, j'ai l'impression, pour dire D'accord. exactement ce que je disais. C'est que Ok. selon comment toi-même tu te représentes la vie, ou selon toi-même comment tu te représentes la mort, en effet, ce confinement peut être complètement un cadeau, ou peut être la pire malédiction qui peut t'arriver, quoi. Ouais. Et oui, la personne qui est ultra sociale, et donc j'ai pris l'exemple de la personne ultra sociable, et donc j'en ai une que j'invite depuis un moment à mon podcast, mais elle ne veut pas participer, qui elle elle est vraiment tactile comme personne. Elle a un besoin vraiment physique de toucher les gens et de rencontrer et tout ça. Et donc oui, récemment, je lui ai parlé sur Messenger et elle me dit, mais putain, moi c'est grave le contact humain et tout.
illico. Et donc oui, je téléphone à tous mes potes et tout, mais c'est pas la même chose. Je ne sens plus leur voix quand ils sont à côté de moi. Tu vois, très tactile, sentir la voix des gens, c'est littéralement comme elle l'a dit, quoi. Tu vois, je ne sens plus leur présence, c'est juste la voix, tu vois, qui sort d'une espèce de machine, et tu vois, et du coup, moi, j'en peux plus, quoi. Enfin, j'en peux plus, quoi. C'est limite, je sors tout le temps pour juste avoir des gens autour de moi, quoi. Et, et là où moi, tu vois, je sais pas, moi, les rencontres sociales, bah oui, moi, je suis un vieux geek depuis que je suis jeune. Et donc, oui, moi, j'avais des potes que j'ai jamais rencontrés avec qui je jouais aux jeux vidéo. Genre, je sais même pas c'est quoi je savais même pas c'est quoi leur visage. Et pour moi, ils étaient potes, quoi. Donc, moi, j'ai pas ce besoin physique-là. Bah Mhm. oui, moi, pour le coup, je garde mes relations sociales et je vis tranquille avec, quoi. Et oui, j'appelle mes parents tous les jours. Et oui, c'est pour eux, c'est plus dur parce que on ne se voit pas. Mais ensuite, oui, moi, par exemple, c'est OK de juste leur parler, quoi. Tu vois? Et donc, oui, en effet, selon la représentation, aussi bien consciente que inconsciente que tu te fais de la vie ou de la mort, eh ben oui, un confinement peut être vu de manière complètement différente. Et en fait, je ne sais pas si je peux me permettre, mais je crois que c'est pas si grave. Avant d'enregistrer, on parlait de comment, bah oui, pour moi, le fait d'être confiné, bah oui, ça me permet limite d'avoir une excuse tout à fait concrète de ne pas sortir et de ne pas être pressé socialement, parce que c'est souvent comme ça que moi je le vis, pressé socialement à sortir de chez moi, parce que sinon je ne vis pas, tu vois. Il y a des gens, ils me disent ça, quoi. Mais François, tu n'as aucune Ouais, vie parce que tu ne sors pas de chez toi, tu vois. Et ouais. là maintenant, vu qu'il y a une excuse de ne plus sortir, eh ben, pour le coup, ben, je lis mes livres tranquilles, je regarde mes séries tranquilles, j'écris beaucoup. Quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, je l'appelle. Enfin, et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je fais des nouvelles rencontres, hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé à une dame que j'ai rencontrée via une animation philo que j'ai fait en ligne sur un meeting Zoom. Et on a parlé de voyage, je crois, pendant 1 heure. Et de comment elle a voyagé aux États-Unis et qu'elle est restée 2 ans à Los Angeles. Soit, les détails, c'est pas important, mais je veux dire, j'ai quand même rencontré une nouvelle personne et ça fait bizarre de dire, ah bah tiens, j'ai une nouvelle amie, quoi, tu vois. Alors qu'il y a une différence d'âge très grande, c'est juste que en faisant l'animation philo, on a bien connecté, quoi, on s'est bien entendu, quoi. Donc on s'est dit, ah, et donc c'est elle, hein, c'est elle qui du coup est venue vers moi. Ah bah tiens, si on continuait la bonne connexion. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement moyen de repenser tellement de choses. Voilà, je me suis fait une nouvelle amie et j'ai pas eu besoin de sortir, en fait. Et voilà, et c'est hyper enrichissant de parler avec elle parce que elle est tout à fait hors cadre de ce que moi j'ai pu vivre. Elle travaille en ressources humaines et ouais, en fait, moi je connaissais personne qui travaillait en ressources humaines et du coup, on a eu des conversations intéressantes sur tout ce qui est boulot parce que j'en cherche un et tout ça. Et voilà, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fini. Mais ouais, par rapport à ce truc de cette vie particulière en ce moment, je nuancerais ce que j'ai dit tantôt. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être en retrait de la société, vraiment. Mais j'en suis pas à ne pas, comme tu dis, moi, le contact physique, pas forcément que le toucher, mais le sentir, sentir les voix, je trouve que ça me parle, tu vois. Hmm. Le sentir olfactivement les gens, ça me manque. Vraiment, même si j'arrive à bien le vivre parce qu'en dehors de ça, il y a plein d'autres conforts à la situation pour moi. Mais ça, c'est un truc qui me manque. Et si on revient à la mort stricto sensu, le fait qu'aujourd'hui, avec cette situation, on n'ait plus le droit de mourir comme avant, tu vois. Parce Hmm. que ça veut dire que si on est à l'hôpital, on meurt tout seul. Que si on, enfin, toute la cérémonie de deuil, enfin, tout ce qui est funérailles, etc., ben, c'est en extrêmement petit comité. Et ben, ça me donne une peur de la mort que j'avais pas. Parce que, en fait, en gros, j'ai pas tellement peur de mourir. Évidemment, j'ai peur de souffrir, j'ai peur que mon corps se dégrade, j'ai peur de l'inconnu. Tout ça, ça me fait peur. Et j'ai l'appréhension à dire au revoir définitivement. Oui, mais j'ai pas vraiment peur de plus être là, quoi. Hmm. C'est pas une angoisse existentielle chez moi. Mais le fait de me dire que si ça m'arrive aujourd'hui, je vais passer ce moment enfin, ce passage entre la vie et la mort qui doit foutre quand même vraiment les boules, toute seule, sans avoir pu dire au revoir, pu dire au revoir. Et en plus après, ben,
ce moment de deuil, après c'est plus par ego ou bien pour les gens qui m'entourent, mais il n'y aura pas vraiment lieu parce que les gens vont devoir faire leur deuil tout seuls dans leur coin, et ben ça m'angoisse. Mhm. Et donc je me dis c'est fou parce que finalement cette situation euh, où il y a quand même plus de gens qui meurent, enfin, c'est discutable, mais voilà, situation de coronavirus où il y a plus de gens qui meurent, et ben on peut même pas bien mourir en fait. Et je Mhm. trouve ça vraiment naze, voilà. Mhm. Voilà, Bah, j'avais envie de dire un truc pour réagir tout de digne suite à ce que d'une tu télé-réalité. disais, c'est que bon, j'ai une personne assez proche de moi qui est sur le terrain. Enfin, j'ai plusieurs personnes proches de moi qui sont sur le terrain et plusieurs infos concrètes à ce niveau-là, au niveau de la Belgique. C'est 2 tiers des morts belges, en fait, c'est des personnes dans des maisons de repos. Et il y a Mhm. entre parenthèses eu le choix que, ouais, on va pas les aider, quoi, parce que ça demande un peu trop d'efforts en termes de ressources et en termes de, ouais, Ouais. d'organisation, quoi. Et maintenant, dans les hôpitaux, ce qu'ils font, c'est en fait, si une personne qui avait le virus meurt, c'est en fait, ils les mettent dans un sac et ils les isolent, en fait, pour que le truc ne sorte pas, quoi. Ouais, tout à fait, Euh, ouais. ouais, oui, enfin, c'est un peu comme, enfin, c'est l'équivalent de ce qu'on C'est faisait comme la pendant la peste. peste et ce genre de trucs, enfin, pendant ces périodes-là, quoi. Ouais, je sais pas, parce que mon père, il a 80 ans, et je sais pas comment Mhm. moi je réagirais, quoi, si ça devait lui arriver. Bon, moi, je suis peut-être un peu plus radical et égoïste, c'est-à-dire que je me dis que si je meurs, j'y penserai pas, donc je m'en fous un peu. Mais oui, en Mhm. effet, je me dis que ce serait chiant pour les autres. Et par exemple, je m'imagine tout de suite, tiens, si mon père devrait mourir de ce bazar-là et on me dit, ah non, tu peux pas aller le visiter, tu peux pas avoir une cérémonie avec toute ta famille et les gens qui l'ont aimé, où vous discutez et vous buvez une bière ensemble en son honneur. Oui, je crois que ça m'énerverait plutôt. Bah ouais, je trouve Euh, que ça a un côté, enfin, je trouve que ça a un élément, tu vois, tu peux craindre la mort, etc., machin, mais te dire que cette espèce de truc hyper codé et enfin, tout ce cérémonial de fin qui ne peut pas avoir lieu, je trouve que on te prive de ta mort, quoi, quelque part. Enfin, j'ai peut-être une fixette un peu excessive là-dessus, parce que vraiment, on est d'accord, il y a vraiment plus grave, hein, vraiment. ouais, Mais moi, ça m'atteint un peu, parce que je me dis, putain, on peut même pas mourir réconforté, quoi. Je trouve ça ouais. chaud, vraiment. Et Bah, pour faire j'ai une vraiment beaucoup. analogie, en t'en entendant parler, quoi, ce serait comme une histoire qui est hyper intéressante et il n'y a pas la conclusion, quoi. C'est-à-dire une fin ouverte, c'est genre, ok, tous les problèmes sont finis et la fin ouverte et tu peux te poser des questions, mais qu'il n'y a même pas une sorte de conclusion du conflit ou une sorte de conclusion de, ah, là on va commencer quelque chose de nouveau. Oui, c'est incroyablement frustrant et énervant en fait. Et clairement, au niveau histoire, on peut l'observer dans tout ce qui est Hollywood en ce moment. Une fin qui est mal faite, c'est parfois, ça scandalise les gens, alors que c'est juste Mhm. une série ou une film. L'exemple parfait, c'est Game of Thrones en fait, hein, où il y a eu des scandales. Oh nom de Dieu, comment vous avez pu terminer comme ça? Moi, j'ai envie de dire, non, mais tu t'es amusé tout le long. Mais non, en effet, le concept d'une bonne fin. Et alors, on peut dire, oui, c'est rituel à la con, du style Ouais. avoir un prêtre qui prie ou faire des discours et tout ça. On peut se dire, oui, c'est des Manger des rituels sandwichs complètement mous. inutiles, quoi. Manger les sandwichs, exactement. Les sandwichs mous, hein, je tiens à préciser. Exactement, les Sandwichs mous. sandwichs mous, exactement. Et oui, on peut se dire c'est complètement inutile, mais mine de rien, en effet, dans l'inconscient, il y a quelque chose d'important. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une pensée qui me vient tout de suite. Quelque part, ceux qui parfois n'aiment pas faire ce genre de rituel de fin, quelque part, c'est ceux qui ne veulent pas laisser mourir ou qui ne veulent pas que ça se finisse, qui ne veulent pas accepter que la fin soit arrivée, aussi bien parce que non, j'ai envie de continuer à détester telle ou telle personne, ou non, j'ai envie de continuer à l'aimer, ou non, j'ai envie de... quoi. Mhm. Ouais. Bah, ouais, c'est les rites de passage en fait. Et donc, enfin, il y a des gens qui voient pas la mort comme un passage, et donc ils veulent pas mettre ce point final. Enfin, après, je dis pas, il y a des gens comme si c'était pas bien, mais comme je vois ça comme juste un passage, ben, je trouve que c'est hyper important de marquer les passages. Et donc voilà, mais comme tu fêtes d'autres situations de changement, et ça Mhm. permet enfin, le fait d'avoir un rituel autour, ça permet de faciliter ce passage, de s'approprier un changement, parce que
pas toujours évident pour l'humain de se rendre compte que les choses sont pas immuables. Et donc, quand les choses sont organisées de manière un peu stricte, ça facilite, surtout quand c'est dur, parce que la mort, c'est quand même plus difficile. On voit, enfin, quand on regarde les rites, je m'embarque dans un sujet qui est un peu différent, mais Ouais, vous me vas-y, rattraperez, vous me c'est les rattraperez. chroniques inutiles, on va où on veut. D'accord. Quand on regarde les rites, les codes sur justement ces moments importants de la vie, je pense notamment au baptême, au mariage, aux enterrements, pour faire simple, ben, on voit que les deux premiers, ils sont soit on les fait pas forcément, ou on les fait dans des nouvelles manières qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas forcément les manières traditionnelles. Donc on sort un peu de la tradition par rapport au rite d'accueil, au rite de couple etc. Mais quand on regarde les rites autour de la mort, ils sont très peu mouvants au sein d'une même société, quoi. Je veux dire, enfin, moi, je viens plutôt d'un milieu à la base chrétien, même si je pratique pas du tout, et voilà, et mes parents très peu aussi, mais dans ma famille, par exemple, s'il y a quelque chose qui reste vraiment très ancien, c'est les morts, on les enterre en passant par l'église. Enfin, voilà, on fait tout ça, même si en dehors de ça, la personne n'était pas très attachée au rite. Sur celui-là, on y revient, quoi. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, à une époque, on séparait les femmes allaient s'asseoir à gauche et les hommes à droite dans l'église. Ben, je n'étais pas au courant, mais je me souviens qu'à l'enterrement d'un de mes grands-oncles ou grands-tantes, on avait repris ce rite, quoi, de séparer. Et on ne voit ces espèces de trucs hyper tradis, le sandwich mou, c'est con, mais je suis obsédée par le sandwich mou. Pourquoi est-ce qu'on bouffe ça alors que dans n'importe quel autre rite de baptême, de mariage, de quoi que ce soit, dans notre repas, on a vu tout et son contraire exister, on a innové, voilà, chacun a son avis sur la question. Qui va remettre en question le sandwich mou après un enterrement? Personne. Mais je pense parce que c'est difficile et que c'est plus enfin, que reste le rite le plus important, parce que voilà, ça reste le passage le plus fort. Hein. Et donc, on touche pas au code parce que c'est plus facile de garder les choses comme ça parce que c'est difficile. Enfin, c'est un moment pas évident et donc on est réconforté par ce rythme. Enfin, voilà, c'est très peu précis ce que je raconte, mais c'est ce que j'ai vraiment envie d'écrire là-dessus dans mon stand-up et tout. Ah, et donc voilà, je suis en train d'écrire un sketch sur le sandwich mou et donc j'avais envie de parler de ça. Voilà. Non, mais tranquille, mais c'est très bien observé, mais il y a quelque chose d'extrêmement pertinent là-dedans. C'est que, ben, oui, bon, il est temps d'en parler, je suppose. Bon, ma sœur, elle est morte récemment. Et donc, ma sœur, qui était donc la fille de ma mère, hein, avec un autre père que le mien. Et il y a un truc qui était extrêmement clair à l'enterrement, c'est qu'il y avait la manière dont la famille africaine fêtait ce passage, ce rite, et la manière dont les Anglais le fêtaient. Enfin, le fêtaient. Le mot fêter est un peu bizarre. Ça, c'est Célébrer le mot peut-être africain. est plus neutre. Oui, célébrer, voilà. Ou J'entends accomplissait, voilà. Accomplissait ce rituel. C'est que pour les Anglais, il fallait être silencieux, il fallait être sans émotion, il fallait être impassible, il fallait se taire, il fallait voilà. Là où ben moi et famille africaine, c'était François, tu vas jouer pour ta sœur, et donc j'ai pris ma flûte indienne et j'ai joué tout le long. Et on a chanté, on a rigolé, on a pleuré, et en effet, moi, ça m'a fait extrêmement du bien. Et je suis pas quelqu'un qui pleure souvent, et c'est marrant parce que je commence à chialer à nouveau, mais ça m'a fait extrêmement du bien à ce moment-là, à cet enterrement, de pleurer pour elle. C'est con, hein, mais de chanter pour elle, de pleurer, de chialer, d'avoir ma voix qui ne tenait pas du tout parce que j'étais tellement en train de chialer. Moi, ça m'a fait extrêmement du bien, et vraiment pour moi, hein, au niveau égoïste, hein, et je me rends compte que ouais, et comme tu disais, selon les différentes traditions, les différentes régions et les différents endroits, il y a des trucs qui restent les mêmes, quoi. Et pourquoi je dis ça, c'est que il y avait des copines, elle avait des copines congolaises, du coup, qu'elle s'était fait là-bas en Angleterre. Bah, celles-là, elles chantaient avec nous, quoi. Alors qu'elles sont nées en Angleterre, tu vois. Ce que je trouvais hyper bizarre, quoi, tu vois. Genre, il y avait quand même ce truc de la culture congolaise est là, et nous, quand on enterre, c'est une fête, quoi.
C'est on chante, on danse. S'il y avait eu des percus, on aurait tapé sur les percus et on chante des morceaux en lingala, quoi. Et, enfin non, c'était en swahili pour le coup, mais bon, soit. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça, l'espèce de, oui, enfin voilà, pardon. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est qu'en Occident, cette espèce de passage à la mort, c'est très sérieux Austère, tu peux dire, et non? austère, ouais. Là où, je sais pas moi, en Inde, ou en tout cas de ma région d'Afrique, Allô? pas du tout le cas. Oui, salut Elias. Elias? Il nous entend plus. Bon, c'est pas grave, je vais finir mon raisonnement. C'est que, ouais, et là, et de se rendre compte qu'en effet, il y a des espèces de trucs culturels qui peuvent rester malgré même que les frontières soient passées. Oui, ça va plus mixé. Mais finalement, on revient aussi à cette conception de la mort ou pas. Tu vois, tu disais tout à l'heure, en Afrique, en Inde, ce que j'ai côtoyé, c'était des gens qui avaient cette vision plus circulaire aussi de la vie. Et donc, la mort, c'est triste, mais c'est aussi un renouveau, qui est quand même une conception qui n'est pas forcément hyper présente tout le temps en Europe. Et donc, peut-être aussi que le côté austère et éploré, tu vois, influe parce que la mort est vue comme quelque chose de plus dramatique. Enfin, pas une question que c'est plus grave ou moins grave, mais tu vois, il n'y a pas possibilité de mettre de la fête, entre guillemets. Bah oui, c'est ça. tellement J'imagine que ça. sérieux, c'est genre, la personne, ou bien elle va en enfer, ou bien elle va au paradis, mais en tout cas, elle n'est plus avec nous ici. Alors, la grande différence que moi, en Inde, ils sont dans le délire réincarnation, et donc, en effet, pour eux, ils disent « Ah, mais telle personne est morte, mais on s'en fout, peut-être que je la rencontrerai à nouveau dans un mois, dans un bébé ou dans une plante, et ce sera l'âme de la personne qui est morte, tu vois. » Et par exemple, en Afrique, en tout cas dans ma famille, je ne peux pas parler pour tous les Africains, il y a quand même 56 pays différents, c'est que, en fait, dans ma famille, il y a le culte, ce qu'on appelle le culte des ancêtres, c'est-à-dire que chaque personne qui est morte et qui t'a touché personnellement dans ta vie, il y a ce qu'on appelle l'autel des ancêtres. Et typiquement, l'autel des ancêtres, c'est quoi? C'est juste une table ou une armoire où tu mets des photos et il y a le film Coco, très bon film de Pixar que je conseille à tout le monde qui parle de ça aussi. C'est que tu mets, regarde-le, franchement, il en vaut la peine. C'est sur les morts, plus les rites mexicains, non? En fait, c'est assez similaire que pour le truc africain, pour le coup. C'est qu'en fait, ils mettent des photos des gens, dans le film que de la famille, mais ce qui est différent, par exemple, pour ma mère, c'est qu'elle met aussi les photos de gens qui l'ont touché, quoi. C'est-à-dire, ah ben oui, ça c'était quelqu'un avec qui m'a aidé quand j'avais des problèmes, quand j'étais plus jeune. Elle n'a rien à voir avec ma famille. Et en fait, je ne lui ai plus parlé depuis des années, mais c'était important pour moi. Du coup, c'est filiation spirituelle, quoi. Oui, c'est ça. En fait, et donc, en fait, tu pries à ses ancêtres, limite, tous les jours. Alors, la prière, c'est pas bonjour, je vous salue Marie, mais ça peut juste être tu baisses la tête et tu dis bonjour, quoi. Et en effet, pour le coup, quand tu conçois la mort comme ça et que les ancêtres regardent ta vie et te regardent de loin et tout ça, bah oui, c'est pas une fin, c'est juste tu vas ailleurs, quoi. Et donc, en effet, quelque part, est-ce que c'est une fête ou est-ce que ça... Donc pour eux, oui, en effet, ce n'est pas une fin, quoi. C'est juste tu vas autre part, mais tu fais toujours partie de la vie des gens, c'est juste d'une autre manière, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça, évidemment, ce qu'on imagine pour l'après influe vachement sur comment on vit le maintenant. Mais oui, il y a quand même beaucoup de cultures et de religions qui vivent un peu les choses comme ça. Dans l'Asie du Sud-Est aussi, notamment beaucoup en Thaïlande, il y a aussi un hôtel aux anciens et on les nourrit. Et donc tous les jours, à l'hôtel, donc chaque famille, chaque maison, chaque lieu public a un hôtel comme ça pour les morts et les esprits de la maison, etc. Et donc on met de la nourriture et de la boisson tous les jours et on la renouvelle. Enfin, il y a un truc vraiment de soin aux gens qui sont plus en chair. Et voilà, et ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais je trouve que rien n'est ridicule. Il y a tout plein de sortes de manières de vivre l'après,
Mais rien n'est ridicule parce on ne sait pas et donc on a chacun notre perception, notre conviction et on fonctionne avec ça. Et je trouve au cours même d'une vie, notre perception, notre conviction, nos croyances peuvent tellement évoluer que voilà, je trouve que tout a son sens parce qu'on a besoin de créer du sens autour de ça et donc il n'y a pas de sotte manière de le faire. Enfin, voilà. Bah, à ce niveau-là, j'aimerais bien réagir tout de suite, mais d'une autre façon, enfin peut-être un peu plus activiste, je vais le dire. C'est que le monde capitalisto-scientifique, scientifico-matérialiste, est le monde qui domine aujourd'hui. Donc, si tu crois par exemple à la vie après la mort ou des trucs comme ça, on va se foutre de ta gueule parce que pour la plupart des gens, il n'y a rien après la mort et il n'y a juste rien et ça sert à rien et ça n'a aucun sens de faire tous ces rituels. Par contre, ce que moi, de mon point de vue, je ne sais pas s'il y a des études scientifiques à ce niveau-là, mais du peu que j'observe dans les gens autour de moi, c'est que les gens qui sont religieux ou qui ont des espèces de rituels, n'importe lesquels, pour gérer la mort, quoi que ce soit, bah, bizarrement, ils vont mieux, quoi. Enfin, tu vois, ils sont plus en paix, ils sourient plus et tout ça. Là où justement, ceux qui sont les plus sérieux, j'ai l'impression, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression qu'ils stressent plus, qu'ils ont plus peur de la mort et tout ça. Je me trompe peut-être complètement. Hein. Mais non, mais si tu imagines qu'il n'y a rien derrière, l'enjeu du maintenant est fou, tu vois. Donc c'est un peu normal aussi. Par contre, si tu as une croyance religieuse, une spiritualité avec un espèce d'après, quel qu'il soit, bah, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Et donc je ne sais pas ce qui est vrai. Moi, je crois à un après. Mais en même temps, on me dit oui, mais ça, c'est pour te faciliter la vie. Ouais, sans doute. Mais c'est pas très grave, tu vois. Que ce soit vrai ou pas vrai, ça me sert à rien, personnellement, de croire qu'il n'y a rien et de me stresser avec ça, alors que je suis réconfortée, en tout cas je suis en accord avec le fait d'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre qui existe derrière. Et donc voilà, et donc on verra bien quand ce sera le cas. S'il n'y a rien, bah tant pis, tu vois, ça change rien en fait. Et donc j'imagine bien que tous ces gens dont tu parles, qui sont plutôt capitalisto-scientifico-cartésiens à mort, et qui s'imaginent que la vie c'est juste un point A jusqu'à un point B et puis que c'est la disparition complète de l'individu, ben, c'est vachement stressant de mourir parce que c'est être confronté au néant et c'est jamais très gai d'être confronté au néant. Le truc. Donc oui, la religion ou la croyance facilite la tolérance à l'idée de mort, je pense. Alors, j'aimerais tout de suite dire amen. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est que pour moi, ça ne sert à rien de stresser pour rien. Si c'est un truc qui réconforte et qui aide les gens à être en paix, bah, franchement, pourquoi pas. Moi, je suis vraiment pour. Mais j'aimerais bien réagir tout de suite à ça par rapport aux cartésiens et aux scientifico-matérialistes. C'est qu'un truc que j'observe plus fondamentalement, c'est que bizarrement, pour des gens qui sont, je vais utiliser le mot obsédés par le fait qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort, curieusement, ils sont tellement plus, enfin c'est normal quelque part, mais ils sont tellement plus sérieux par rapport à ce qu'ils font dans leur vie et par rapport à ce qui est juste et par rapport à ce qui n'est pas juste et par rapport à ce que les gens devraient faire et par rapport à ce que les gens ne devraient pas faire, par rapport à ce qui est la justice et par rapport à ce qui n'est pas la justice. Là où je me dis que d'un point de vue logique, si toute cette existence est futile, quelque part, on devrait ne rien prendre au sérieux du tout. Mais je me trompe peut-être, hein, je sais pas. Après, je pense que tout existe dans tout. Il y a des gens qui sont, je vais dire, athées au sens voilà, ils croient en rien derrière, quoi, et qui se disent justement, profitons-en, on s'en fout, jouissons du présent et soyons légers avec tout. Et il y a des gens très religieux qui ont très très peur de ce qui va arriver, et donc qui ont une vie beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dans l'inquiétude de mal faire, etc. Et l'inverse, tout existe, j'ai l'impression, c'est selon ce que tu imagines, comment tu te positionnes, et donc pour moi, c'est pas... Enfin, en tout cas aujourd'hui, dans ce que
mon maigre point de vue sur le monde, c'est que tout existe là-dedans. Enfin, tu peux en rien et être léger, croire en rien et être hyper sérieux, et croire en plein de choses et être super sérieux. Enfin, je sais pas. Je me dis que non, mais c'est je vois ton tellement point de vue. personnel. Et en plus, comme tout a été... Enfin, avant, j'ai l'impression, après c'était aussi comment on nous a enseigné l'histoire, mais que c'était quand même difficile d'avoir des pensées... mais en même temps, c'est vrai, c'est juste parce qu'on nous a transmis une partie de l'histoire, mais d'avoir des pensées divergentes ou nuancées sur ça, on était un peu obligés, soumis à la croyance dans laquelle, enfin, de la communauté dans laquelle on vivait. Et aujourd'hui, on peut quand même s'en départir vachement. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que si je devais expliquer ma vision du monde et ma spiritualité, elle correspond à celle de personne au monde et elle mute tout le temps. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu me permettre dans une autre... Enfin, que je pourrais pas me permettre dans d'autres régions du monde de l'exprimer. Ouais, clairement. Et que j'aurais pas pu me permettre dans d'autres temps. Parce que tout côté spirituel ou ces espèces de traditions autour des passages notamment, ben, on n'avait pas le droit de dire moi je pense pas que ça marche comme ça, moi j'ai envie de faire autrement. C'était comment organisé par la société, c'était codifié, c'était comme ça. Donc du Ouais. coup, dans cette idée, je me dis que ouais, doit y avoir aussi toute une variété de... Enfin, l'évolution de la société fait qu'il y a toute une variété de visions du monde, quelle que soit notre croyance en l'après. J'ai l'impression. Pas bon, peut-être pas non Ouais, plus. Hein. non, c'est très intéressant. Et en effet, je suis assez d'accord avec toi. C'est que j'ai l'impression que la beauté de la période actuelle, certains trouvent que c'est justement la leader de la période actuelle, c'est que si tu as ta croyance, quelle qu'elle soit, euh, on, on peut la valider. C'est un peu le monde postmoderne où rien. Donc, philosophie postmoderne, c'est ce délire que rien n'est vrai, tout est faux, tout n'est que construction sociale et intellectuelle. Et donc, ça c'est Foucault, je crois, tous ces penseurs-là. Et donc, oui, en quelque part, tu peux penser ce que tu veux. Et donc, le monde actuel, c'est un peu ça. Et l'Internet le montre clairement. C'est que, enfin, il y a, je sais pas combien de religions et quelques subdivisions et sectes. Et maintenant, avec l'Internet, ils savent s'organiser et faire mieux leur pub qu'avant. La pensée dominante, et donc là, je parle un peu de vécu même par rapport aux chroniques inutiles à ce niveau-là, c'est que la pensée dominante scientifico-matérialiste qui voudrait qu'on se base sur les faits, la raison et la rationalité et l'autorité scientifique et réelle, blablabla. Eux, ça les fait chier en fait qu'on puisse penser n'importe quoi à l'heure actuelle, parce que du coup, ça permet à des gens de penser que, par exemple, la 5G cause le coronavirus, alors qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que ça l'est. Donc voilà. Donc là, je fais un peu mon petit caca sur la science. Ouais, ouais, je vois ça. Mais ouais, je comprends. Après, je pense on est aussi, enfin, autant où il y a une espèce de diversification de spiritualité, mais quand même dans un contexte où on est quand même orienté sur d'autres plans. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression pour autant, malgré ce que j'ai dit avant, qu'on soit dans une situation de liberté de pensée, de multiplication des nuances, de conception, dans une grande liberté, machin. Enfin, je veux dire, il y a quand même des domaines où on est très formaté, même si c'est très insidieux, mais tout le phénomène algorithmique de l'Internet, etc., fait quand même qu'on est amené à des pensées, enfin, à une formatation de la pensée en truc très binaire quand même. T'es pour ça ou t'es contre ça, t'es pour... Voilà, je dis pas que tout est beau, mais en tout cas, en termes de ce qui est après enfin, de la vie après la mort ou pas, là, je trouve que dans certains domaines, en tout cas pour ma part, je me sens le droit de penser ce que je veux et de le vivre comme je l'entends. Mais bon, Ouais, c'est clairement. déjà ça, on va en profiter. Ouais, c'est Avant ça. qu'on nous impose de penser que d'une manière ou d'une autre. Bah, ouais, je J'ai sais l'impression pas. qu'Iliade, ça a disparu, mais il me semble qu'il dit il dit j'entends plus, mais peut-être qu'il l'a dit il y a 8 ans. Ah, Ben, il en a fait, dit là, il y il a s'est mis 15 en minutes. muet. Il est là, mais il s'est mis en Ah, muet. Du coup, je ne sais pas s'il participe il est encore ou non. absent. Non, je suis là, je suis là. Tu participes quand tu veux. Ouais, j'écoutais, j'écoutais. Ouais, ouais.
Je sais pas. Mais c'est marrant parce que je sais plus exactement qui a utilisé le mot, mais quelqu'un a utilisé le mot immuable dans une phrase Je vais pour avoir dit. dire rien n'est immuable. Et justement, et la réaction que j'avais, mais que du coup j'ai pas utilisé, mais que maintenant je me permets de, c'est que c'est intéressant que justement la mort le soit. Et il y a quelque chose d'immuable dans le fait, dans l'inconnu derrière ça, en fait. Alors, il y a Ouais. des gens qui parlent de... Allez, le mot en anglais, c'est Near Death Experience. Donc, ce Ouais. sont les gens qui sont cliniquement morts, par exemple, pendant 60 secondes. Et qui, du coup, par exemple, ont certaines Parle du tunnel, visions, etc. etc. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que, bon, c'est que si par exemple tu es dans une société chrétienne, que tu sois croyant ou non, ça c'est intéressant, mais que tu aies grandi chrétien, eh ben, ce que tu vas voir à la fin du tunnel, en fait, ce sont les symboles chrétiens. Tu vas voir Jésus et certains, et Saint-Pierre, pour ainsi dire. Là où ceux qui ont des near-death experience, donc ce genre d'expérience, par exemple dans un monde Dans un autre hindou, ben, ils culte. vont Ouais, voir ouais. Krishna, même s'ils se considéraient comme athées, en fait. C'est-à-dire que C'est vrai. ces moments donc d'espèce de quasi-mort clinique, en tout cas, avec le tunnel de lumière, et puis il y a une lumière au fond, tu passes à travers quelques temps, et puis tu reviens, ou tu es en coma pendant un moment, ou quoi que ce soit, c'est que même s'ils n'y croyaient pas, cette espèce de mort clinique et ceux qui vivent pendant cette mort clinique ou temporaire, en fait, est teinté de religion. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais lu un livre, c'était Fou. un livre de Pierre Jovanovic, en fait, Elias. Son livre là, Rencontre avec les anges gardiens ou quelque chose comme ça. J'ai pris le temps de le Ouais. lire. Et en fait, alors Pierre Jovanovic, extrêmement intéressant comme gars. Je vais peut-être expliquer après pourquoi il est connu et juste parler un peu de son livre. En fait, ce qu'il a tracé dans son livre, c'est, je vais peut-être commencer par le début. Ce qui s'est passé à un moment de sa vie, c'est un journaliste économique qui, en fait, rapporte des trucs qui sont pas politiquement pro-économie ou pro-vision économique, quoi. Et en fait, à un moment, une fois, il a senti une force. Il était en voiture en train de rouler. Il a senti une force qui l'a poussé vers le bas. Et il s'est juste laissé pousser vers le bas. Et à ce moment précis, il y a une balle qui est passée à travers la vitre de la voiture, en fait, juste là où il était, quoi. Et depuis, il a commencé à se poser plein de questions, genre putain, mais c'était quoi cette force? C'est quoi ce délire et tout ça? Et il a commencé justement à investiguer tout ce qui est near death experiences. Je sais pas comment on le dit en français. Expérience de mort imminente. Voilà, expérience de mort imminente, merci. Donc il a commencé à investiguer toutes ces expériences de mort imminente, mais pas que. Dans ce livre aussi, il parle un peu il parle de Jeanne d'Arc, en fait. Il parle aussi de différentes personnes qui étaient un peu bizarres, tu vois. Donc par exemple, une meuf en Allemagne, et les Allemands, eux, ils sont très cliniques, ils ont fait ça de manière très scientifique, qui ne buvait qu'un verre d'eau par semaine, et qui était en contact avec les anges et tout ça, et qui du coup disait ah mais c'est les anges qui me permettent de survivre. Et puis le jour où elle meurt, en fait, les scientifiques et tout bien allemands, dans leur mode de pensée bien allemand, ils ont tout noté, ils ont tout observé et tout ça, qui disent que ouais, le moment où elle est morte, c'était comme s'il y avait un parfum qui venait du ciel, qui venait et tout. Et bon, elle a été scientifiée, et donc il a étudié comme ça plein de cas très intéressants où justement, donc il est clairement chrétien, et donc lui il a une lecture chrétienne de tout ça, et il étudie les cas de sanctification chrétienne. Par exemple, il parle aussi d'un prêtre. Oh, putain, je vais n'importe où là. Mais il parle aussi d'un prêtre qui s'appelle Padre, ou bien c'est Padre Cicero, ou bien c'est Padre Pio, c'est un des deux, qui, genre, que l'Église catholique a essayé de complètement bannir. Genre, tu peux que faire la messe une fois par mois entre 3h et 4h, parce que le gars il était en contact aussi avec des esprits, quoi, et que genre apparemment c'était tellement clair qu'il avait créé un culte, un following. Et une des histoires les plus marrantes, c'est le premier ministre à l'époque qui lui demande ma femme est malade, qu'est-ce que je peux faire pour elle, donc par lettre, hein, par lettre recommandée et tout, donc en cachant son identité, qu'est-ce que je peux faire pour elle. Puis il dit ah mais c'est probablement le premier ministre.
ce gars-là, il devrait arrêter de tromper sa femme et puis sa femme ira mieux, quoi, tu vois. Et donc, en fait, ce qui est tellement marrant avec ce prêtre, c'est qu'il avait grande gueule, en fait. Même chose pour Jeanne d'Arc, en fait. Parce que Jeanne d'Arc, elle avait aussi grande gueule et elle disait à tous ses prêtres, mais fermez vos gueules, moi je suis en contact. Qu'est-ce que vous savez que des livres et moi, j'ai pas de compte à rendre à vous, moi j'ai que des comptes à rendre avec Dieu et tout ça. Et voilà, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Ah oui, Pierre Jovanovic et les expériences de mort imminente, voilà. Ouais. Mais tu voulais raconter un truc à ce sujet, non? Ah non, c'était un truc. Ah oui, bah non, c'était juste par rapport à ce que même ceux qui se considèrent comme athées et qui se croyaient foncièrement athées, certains en tout cas qui ont ces expériences de mort imminente, qui a un truc ultra courant, hein, c'est genre, et je crois qu'au niveau mondial, il y en a 1000 par an qui sont documentés. Donc encore une fois, documentés. Il y en a 1000 par an qui sont documentés. Ah ouais. Et genre le truc, c'est que ouais, si quelqu'un qui se considère comme athée en Inde, eh ben lui il va avoir des symboles hindous. Celui-là qui a grandi musulman mais qui se considère athée, bah, il va avoir des symbolismes musulmans. Et qu'en fait, il y a presque quelque chose, ouais, que c'est au niveau inconscient ou à un autre niveau. Enfin, ouais, Oui. je sais pas quoi en penser. Je fais que dire des observations, voilà. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que soit donc cette expérience est effective, mais on la colore de notre propre culture autour du sujet. Donc avec ce qu'on a comme background, on a grandi dans une culture intel, on voit des éléments, des illustrations entre guillemets de ce passage à la mort qui sont issus de notre culture. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui sont communs? Donc par exemple, le tunnel de lumière, est-ce qu'il y a toujours un tunnel de lumière? C'est ça que Pierre Jovanovic, dans son livre, il a essayé de trouver quels sont les trucs communs. Je me souviens plus exactement lesquels et je vous invite à les lire, à le lire pour plus de détails. Mais en effet, il y a le tunnel, il y a la dilatation du temps qui est très important aussi. C'est-à-dire que tout à coup, le temps devient hyper lent, quoi. C'est comme si ça devient slow motion. Ça aussi, c'est un grand confinement. Pardon? Un grand confinement. Un confinement dans ton esprit, dans ta mort personnelle. Est-ce qu'il y avait encore un autre que je me souviens? Mais oui, le tunnel, la lumière, la rencontre d'entités parfois. Mais donc c'est pas... Alors, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est par exemple que chrétien, mais un truc qui est commun, ou en tout cas très commun, c'est qu'à la fin du tunnel, on rencontre des entités qui sont souvent sympas et qui veulent. Parfois, il y a aussi rencontre des ancêtres et de la famille, donc des grands-pères, etc. Donc oui, c'est ça qu'il a essayé de faire en fait dans son livre, c'est de manière rationnelle et scientifique documenter en fait ces trucs qui sont complètement paranormals en fait. Voilà. Ouais, c'est marrant, mais donc ça veut dire que peut-être du coup que ces fameuses entités rencontrées, elles prennent une allure. Ouais. Elles prennent une allure qui correspond à notre culture de la mort, quoi. Ou pas, enfin peut-être pas. Enfin, et c'est assez intéressant parce que ça veut dire enfin de mon point de vue, mais tout à fait subjectif, que ça vient autant de l'extérieur que de notre intérieur, cette histoire. Ouais. Enfin voilà. J'aime bien la vision tibétaine, tu vois. Pour eux, en fait, ce qui se passe après chaque mort, hein, donc dans le livre, et donc il y a le livre, hein, le livre tibétain de la mort, que j'ai lu, qui était très compliqué à lire. Mais en tout cas, leur conception du bazar, c'est qu'en fait, ce qui se passe quand tu meurs, c'est qu'on te clean. Il y a une sorte de purgatoire. Le mot que nous on connaît, c'est le purgatoire. C'est qu'il y a une sorte de purgatoire qui, selon ton attitude, est positive ou négative, qui peut être aidé par le moine tibétain en lisant le livre de la mort, quoi, pour que en fait tu te détaches complètement de la vie que tu as vécue, pour en fait purifier ton âme, ou un peu, tu vois, pour parler de l'océan et du verre. Ça, c'est ma conception. Ouais, c'est drôle. Mais ce serait dire en fait que la forme, que le bocal, en fait, pour bien détruire le bocal, en fait, avant que tu puisses rentrer dans l'océan, quoi, en fait. Ou, si tu veux, te réincarner encore une fois, quoi. Et donc, dans la conception tibétaine, en fait, l'idéal, en fait, c'est de, entre parenthèses, re-rentrer dans l'océan, en fait,
Ouais. mais de ne pas reprendre une autre forme en fait. Parce qu'en fait, les De ne pas attachements quoi? que tu as. Pardon? J'ai pas bien entendu parce que ça coupe un peu. C'est de rentrer dans l'océan, mais de ne pas. Ah, donc en fait, c'est de rentrer dans l'océan que eux appellent le nirvana, hein, Bouddha et le nirvana, Ça, et que du coup, ça- parce que tu es attaché aux formes, au monde des formes, le monde dans lequel on est, qui pour eux est une illusion, qui est complètement de l'illusion, mais que du coup, en fait, Je sais pas si c'est juste chez moi, mais je t'entends vraiment plus du tout bien. plus du tout bien, mais merde. C'est tout Bon, coupé. ben je Ouais, dirai mon j'entends idée un mot après. sur lui. Elias parle. Je suis désolée. Non, 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 Mais allez, t'es- allez, Je suis allez. désolée. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas, t'étais parti en pleine. Tu listais les éléments qu'il y avait. Vas-y, continue. Mais toi, Elias, Ah, tu mais si toi m'entends tu bien? l'entends bien, c'est parfait. C'est juste pour signaler que ça Quoi? marchait pas très bien. Ok, Toi, tu m'entendais bien, Elias? Ouais. Ah, ok. Bon, ben, Ok, donc en fait, continue alors. ouais, ben, je continue, mais en fait j'ai plus ou moins fini, et que donc en Ah, ok. effet le rôle de ce livre de tibétain de la mort, en fait c'est ça, c'est que le moine il va lire ça pendant que tu es dans la mort pour que ce purgatoire se passe bien, et que pour le coup tu te détaches de plus en plus, et que du coup tu puisses entrer dans le nirvana, entre parenthèses, l'océan en fait, là parce qu'en fait la forme ou le bocal en fait c'était ta personnalité, ou c'est la conception, alors qu'en fait tout le monde n'est qu'océan en fait. Et que donc oui c'est rejoindre, et donc l'idée du Bouddha c'est ça, c'est détruire les illusions et les attachements pour atteindre ce nirvana là en fait. Ça c'est la conception du bouddhisme, hein. Hmm, Voilà. ok. Je sais pas comment vous si vous voulez réagir à ça ou quoi. Bah, disons que je m'y connais un peu moins, mais c'est vrai que. J'ai quand même, checké pas mal de choses, mais c'est des choses compliquées à vérifier. Mais a priori, ouais. Le fait de sortir de son corps, ça, c'est un truc qui est assez. Qui est universel dans les expériences de mort imminente. De pouvoir se balader, qui est en fait dans un état proche du voyage astral. Et puis, je sais pas, comme élément que t'avais pas cité, il y a aussi, quand t'es dans un voyage astral, il y a une sorte de corde comme ça qui te rattache à ton corps. Et c'est ça qui te permet de revenir, en fait, à un moment donné. Si cette corde se lâche, si elle coupe, a priori, là, c'est mort, quoi. Quand t'es dans cet état-là, quoi. Il y a ce truc-là aussi qui est tout le temps là dans les témoignages. Et peut-être que dans les témoignages de mort imminente, là, les gens sont tellement obnubilés par ce qui leur arrive qu'ils captent pas, qu'ils sont pas forcément conscients de cette corde. Mais a priori, s'ils ils reviennent dans leur corps et qu'ils sont là pour en témoigner, c'est que la corde ne s'est pas brisée, quoi. Alors c'est pour ça que je trouve que le livre de Pierre Jovanovic, j'ai été chercher le titre entre temps, ça s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Voilà, comme ça vous pouvez complètement aller le chercher. Et c'est que justement, ce genre de truc, lui, il démystifie un peu, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a corde ou est-ce qu'il n'y a pas corde? Et lui, ce que justement, lui, dans son délire, c'est on s'en fout. Si certaines personnes disent que pour eux, il n'y a pas corde, ça veut dire que c'est pas clair. Et qu'on Ouais, c'est que c'est pas clair, ouais, voilà. on peut pas affirmer que donc il y a toujours corde, oui ou non. Par contre, le tunnel, il est tout le temps là. Julie est à nouveau là. Par contre, le tunnel est tout le temps là. Par contre, les entités à la fin du tunnel, elles sont tout le temps là. Et voilà quoi. Ouais. Et donc lui, dans ce livre-là, Enquête sur les anges gardiens, lui, il regarde vraiment qu'est-ce qui est commun. Et il va pas regarder est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai. Il va plutôt regarder au niveau abstrait et au niveau concret qu'est-ce qui est vraiment en commun, et limite tout le reste, il jette à la poubelle. Donc cette histoire de corde, par exemple, il en parle et il dit clairement on s'en fout, quoi. Et lui, il se dit quelque part les vrais trucs, c'est les morts imminentes, parce que quelque part là, on peut vraiment dire ok, là le cœur il s'arrête vraiment, on a pu l'observer, on a les outils qui sont là pour l'observer et tout ça, et on l'a relancé après autant de temps. Et là, oui, en effet, ceux-là ont dit que oui, ils n'ont pas vu de corde et tout ça, quoi. Alors, ça veut pas dire que, et en effet, voyage astro, c'est un autre délire. J'ai fait des voyages astro moi-même, et ce que je peux dire là-dessus, moi, dans mes voyages astro, j'ai pas vu de corde, hein. Pour être tout à fait honnête. Donc oui, c'est voilà. Je pense que pour moi, de mon point de vue, bon, encore donc pour utiliser les mots de Julie, moi personnalité, mon vécu à ce niveau-là, comment moi je vois les choses, c'est que quelque part il y a notre monde de la matière qui est à une certaine fréquence ou qui fonctionne avec certaines lois. Et puis quand tu vas dans une autre dimension, quelle qu'elle soit,
que ce soit des dimensions basses ou élevées ou des dimensions miroirs à celles-ci, bah ouais, en fait, c'est pas, c'est pas ton, c'est pas ton corps physique qui voyage, mais c'est ton corps énergétique. Et quelque part, comment ton corps énergétique interprète ça ou interprète ces autres endroits, il va les interpréter sur base du monde auquel tu es le plus habitué, qui est notre monde de la matière. Et donc, oui, ce que moi j'ai observé au fur et à mesure que ma spiritualité a évolué, c'est qu'en fait, tous mes voyages astro, maintenant, ils deviennent de plus en plus weird, en fait. Avant, c'était juste genre, ah ouais, ok, c'est un autre univers, il y a des arbres, il y a tout ça. Maintenant, mes voyages astro, c'est en mode, il y a des formes géométriques, il y a des yeux dans tous les endroits, et c'est genre, ah ouais, ok. Alors qu'au niveau énergétique, je sens que c'est par exemple la même entité que j'ai rencontrée il y a 10 ans, quoi. L'entité de la sagesse, l'intuition, enfin, une entité qui par exemple vient souvent me rencontrer, c'est ce qu'on pourrait appeler Athéna plus communément, que moi j'appellerais la sagesse féminine ou l'intuition non rationnelle, mais une intuition qui vient de l'intérieur, quoi. Et oui, en effet, j'ai l'impression d'avoir été touché plusieurs fois par cette entité-là, quoi. Et dans mon expérience, je crois 4 fois ou quoi. Et 4 fois, c'était des trucs complètement différents. Une fois, c'était vraiment la forme d'une femme. Une fois, c'était un dragon. Et oui, la dernière fois que oui, c'était complètement, c'était des formes géométriques hyper bizarres. Mais au niveau de l'énergie et du ressenti, hein, on parlait des voix et du ressenti qu'on peut avoir dans une voix. Eh ben, le ressenti que j'avais, oui, en effet, c'était clairement la même, quoi. Comme ça, je parle de trucs personnels aussi. Je sais pas si réaction, j'ai dit. Bah ouais, parce que là, on n'a pas beaucoup d'expérience. Moi, j'ai pas d'expérience là-dedans, donc difficile d'aller plus loin. Bah, il y a des trucs, hein. Tu vas prendre l'ayahuasca et puis. Il paraît, ouais. Ouais, ça c'est un sujet, enfin mort. Bah oui, c'est assez lié à la mort du coup parce que en effet, je sais pas si tu connais l'ayahuasca, Julie. Quoi? Tu connais l'ayahuasca? Oui, je connais. En fait, j'essaie d'améliorer la situation sonore et j'arrive pas trop, donc j'entends pas tout. Je connais l'ayahuasca, mais je l'ai jamais consommé. Donc, Non, mais il faut pas. Non, mais c'est bien comme ça. Je peux skipper une introduction. Mais ce que je trouve intéressant avec ces psychédéliques, donc avec les drogues psychédéliques, donc qu'est-ce qui est LSD, champignons, bah, ayahuasca rentre dedans, il y en a plein d'autres. C'est que en effet, ce seraient des trucs qui ouvrent justement les portes de la perception vers ces autres dimensions. Et donc, selon le dosage qu'on prend, ça ouvre plus ou moins. Bon, moi, de mon point de vue, je ne conseille ça à personne parce que nous, ici en Occident, on est tellement déconnectés de nos mondes intérieurs et du monde du ressenti et des mondes et des autres dimensions, en fait, parce qu'on est tellement dans notre monde de la matière et dans nos règles etc., que quelque part, ça peut être très dangereux. Et que oui, accompagné d'un chaman, bien sûr, c'est l'idéal parce qu'il te guide, etc. Mais en effet, c'est très intéressant parce que, voilà, moi, je vais le dire clairement, je crois que j'ai fait, je crois, l'équivalent de 8 expériences psychédéliques. Euh, une fois LSD, une fois ayahuasca, non, 2 fois ayahuasca et le reste des champignons. Et, et je vais être tout à fait honnête, oui, c'est des trucs qui m'ont ouvert l'esprit à plein de niveaux, qui m'ont ouvert des conceptions de la pensée de manière à ce que je n'aurais pas pensé avant. Et non, je ne suis pas addict, mais c'est juste parce que c'est pas ce genre de drogue en fait. C'est l'idée de ce bazar, c'est que tu le prends une fois et ça fait son effet, quoi. Et normalement, quoi. Mais en même temps, c'est très difficile à moi pour le recommander parce que j'ai vu chez certaines personnes qui ne sont pas ouvertes ou qui ne sont pas prêtes à bah, déjà le concept du bad trip. Si tu le fais dans des mauvais environnements ou que tu le fais dans la peur ou quoi que ce soit, bah, ça va être reflété dans le monde qui s'ouvre à toi. Parce que voilà, hein, bon, pardon, là je vais parler spirituel, mais si tu rencontres des esprits et que tu amènes de la peur ou de la rage chez eux, bah, peut-être qu'ils vont te répondre comme ça, quoi. C'est comme les humains, hein. Si moi j'amène de l'amour chez les humains, bah, ils vont peut-être être sympas avec moi, mais si j'amène des mauvaises énergies, peut-être qu'ils vont me répondre avec des mauvaises énergies. Quoi.
Alors il y a la question, est-ce que tout ça est à l'intérieur du cerveau ou est-ce que les trucs qu'on peut voir dans les voyages astro ou en faisant telle ou telle drogue, est-ce que c'est réel? Moi j'avoue que j'ai pas la réponse et je m'en fous en fait. Donc pour revenir à ce que tu disais là tout de suite Julie, et je suis d'accord avec toi, en fait je m'en fous de est-ce que c'est réel ou non. Tout ce que j'observe c'est que moi ça a eu un bon effet sur moi et j'en suis content quoi. Donc ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai l'impression de faire des monologues. Non, mais c'est Non, non, non. ça m'intéresse fort ce que tu dis, c'est juste que je n'entends pas très bien, donc Ah merde. je peux réagir. Ah Mais ouais, ça craint. je vais encore essayer de me reconnecter, mais je sais pas si ça Tu sais peut-être, normalement, il y a moyen de me mettre plus fort. Enfin, Elias, toi, tu es sur son GSM, tu peux peut-être lui expliquer comment Ouais. mettre plus fort chaque personne ou moins fort. Non, c'est pas une question de pas t'entendre, il y a une distorsion du son. Ah oui. Ouais. Ça, c'est la qualité de la connexion. Ouais, c'est la connexion, ça peut-être. Exactement. C'est la connexion internet ou quoi? Non, ça craint ça. Et donc Ouais. voilà, je sais pas pourquoi elle est pourrie, mais voilà. Donc ouais, moi c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire, mais Oui. je sais pas ce que je peux en dire de plus. Bah, tu ne dois rien dire. Mais Si Ouais, vas-y. dans l'idée où enfin, tu vois, tu dis est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vrai que c'est une éternelle question par rapport à toutes ces sensations, enfin pour ma part, à tout ce rapport à l'au-delà, au paranormal, aux entités, nanana. C'est une vraie question, est-ce que d'où ça vient, de moi ou de l'extérieur? Mais au final, effectivement, je pense que c'est les deux, puisque je considère que je fais partie d'un tout. Donc ça vient de mon intérieur parce que je fais partie de l'extérieur. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Je vais donner la vision scientifique du bazar. Ce que moi je trouve très intéressant, parce que je vais continuer sur les psychédéliques, parce que avant de le faire, je me suis bien informé clairement. C'est en fait ce que moi je trouve très intéressant avec tout ce qui est psychédélique, c'est qu'en fait, pour la plupart de ces structures moléculaires, en fait, c'est qu'en fait la raison pour laquelle ces drogues-là fonctionnent, c'est parce que dans notre cerveau est naturellement ouvert à ça. Et en fait, la plupart de ces... et en fait, créé naturellement certaines de ces molécules psychédéliques, en fait. Par exemple, le DMT. Donc, dans l'ayahuasca, en fait, la molécule active, c'est le DMT. Et en fait, c'est présent naturellement dans le cerveau humain, en fait. Et en prenant ce truc, c'est juste que tout à coup, tu augmentes, en fait, la dose de ce truc chimique en fait. Ouais. Et moi en fait par rapport à ce que tu viens de dire, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est qu'en fait tout revient à on n'est que de la enfin si tu acceptes la vision matière et puis je vais parler d'Einstein après, si tu prends la vision matière de l'univers, bah en fait on n'est que matière et donc dans notre plus profond c'est normal que certains de ces trucs de la matière ont un effet hyper puissant sur les espèces de construction de matière que cette matière à la base peut avoir, qui à la base vient du Big Bang. Et pourquoi j'ai dit Einstein, c'est que le truc qui pour moi m'explose l'esprit dans son E égale MC2, c'est qu'en fait le gars il a prouvé que la différence, la différence entre l'énergie et la matière, c'est de l'ordre de C carré, hein, et qu'en fait il n'y en a pas de différence, et que extérieur et intérieur ou énergie, matière, et ça c'est des pensées que moi je suis en train d'avoir en ce moment et que je suis en train d'explorer, c'est que peut-être qu'en fait il n'y a pas de différence entre extérieur et intérieur, ou qu'en fait la question ne doit même pas se poser, parce que comme tu disais, c'est un tout, et l'illusion ultime en fait, c'est qu'on croit qu'on est différent en fait, ou on croit qu'il y a la différence, alors qu'en fait il y a juste l'océan et la vague, ou je sais pas quoi. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, hein. Excusez-moi. Ouais, je vois Ça va, ce que tu veux dire. ça va. Est-ce que c'est à peu près clair, ouais. Ouais. Silencieux, vas-y, lâche quelque chose. Bah, disons que moi j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, donc c'est plus de la supposition, j'ai pas d'expérience personnelle, c'est pour ça que c'est un peu moins pertinent, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits documentaires sympathiques sur la question, quoi. La relation avec la mort aussi, qui fait que tu disais que tu ne faisais pas la promotion de l'ayahuasca. Tu dis ok, ça m'a aidé, mais j'en fais pas la promotion. C'est vrai qu'il y a un documentaire qui au début t'as l'impression que ça vend l'ayahuasca, alors qu'en fait non, pas du tout.
vers la fin, il y a un petit message de attention. C'est un téléfilm un documentaire de Yann Kounen, celui qui a réalisé 99 francs. Il a fait un documentaire sur son chemin à lui, donc qui est antérieur à ce film. Et a priori, c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'il faut être accompagné de quelqu'un qui donc a une sorte de maître, quoi, les chamans, quoi. Il peut y avoir des chamans plus à l'occidental, mais il faut qu'ils aient vraiment un savoir-faire, parce que effectivement, ton ego a vraiment la croyance de mourir quand il prend l'ayahuasca, apparemment. Pour Et le donc coup, c'est c'est pour ça qu'au clairement début, ça. Hein. tu peux avoir des visions extrêmement négatives et qui peuvent te choquer. Et si t'es pas bien accompagné, tu peux vraiment partir assez mal, quoi. Ça peut mal se passer, quoi. Et donc voilà, il y a ça qui est géré, on va dire, par le chaman, et il t'accompagne dans ce voyage plus ou moins de la mort, quoi. Oui, pour le coup, c'est clairement ça. Hein. Pour moi, ce qui s'est passé, je sais pas si je devrais parler de moi-même ou les autres. Je vais plutôt parler des autres d'abord, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures de mon voyage que j'ai eu et donc de ma mort, etc. Mais je vais plutôt parler des autres, de l'avant et d'après de certaines personnes. Je vais parler de 2 personnes en particulier. Une fille qui était genre une espèce de rêveuse, tu vois, rêve, donc une fêtarde, quoi, tu vois. Et en fait, elle se ramène et elle est espagnole et elle dit ouais, moi j'ai fait toutes les drogues, j'ai fait héroïne, elle fait toute la liste. Ouais, ayahuasca, ça devrait aller, quoi. Donc elle rentre avec un ego ultra dur, ultra puissant, genre ouais, moi je. Et puis t'avais un autre gars qui lui était d'origine d'Amérique du Sud. Oui, moi je viens d'Amérique du Sud. Moi je suis sérieux et c'est dans mes racines l'ayahuasca. Et donc encore un gars qui se prend très au sérieux. Moi, alors déjà en ayant le trip, parce que tu voyages pas forcément entre les deux trucs, c'est que ces deux-là étaient les deux en train de souffrir le plus, quoi. Ça se voyait complètement. Moi j'étais là, j'avais eu un moment négatif et puis je me dis non, c'est bon, je me laisse aller et tout ça. Je me laisse pour ainsi dire mourir, quoi. Mais ces deux-là, ils ont vraiment souffert, quoi. Et puis à un moment, moi je jouais de la musique et tout, hein. Moi j'étais complètement cool. Et donc la musique pour tout le monde. Et donc ce qui était marrant, c'est que par après, j'ai pu, alors qu'eux ils souffraient, leur corps était complètement en train de se tordre et tout ce que tu veux. Et oui, et par après, eux deux, j'ai parlé à la meuf et pas au gars, mais elle était vraiment en mode, oui, j'ai vraiment vu que j'ai beaucoup de noirceur en moi, j'ai vraiment vu que j'ai du travail à faire et tout, et tu vois, c'est comme si on avait donné une claque à son ego, quoi. Et le truc, c'est que, alors, son ego a résisté à elle, mais pour le coup, elle a souffert tout le long, quoi. Et c'est ça que moi, je me dis par rapport à ça. En fait, techniquement, tu n'as pas besoin d'un chaman, tu vois. T'en as pas besoin, parce qu'en fait, c'est un voyage à l'intérieur, tu vois. C'est juste que le chaman, il va calmer le tout et tout ce que tu veux. C'est juste que oui, pourquoi moi je ne le recommande pas, c'est que si je tombe sur quelqu'un de têtu qui veut contrôler l'expérience et qui croit qu'elle va dominer l'expérience, qui s'attend à ce que l'expérience fasse se passer de telle et telle et telle et telle et telle façon, et qui du coup qui attend telle et telle réponse de tel et tel truc, qui veut voir tel et tel truc, ouais, l'expérience va pas être cool pour cette personne, quoi. Donc je peux pas recommander ce truc sans avoir rencontré la personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus par rapport à ça, quoi. Ouais. Comme ça, je nuance ma réponse. Et en effet, le chaman, ce que je viens de dire, c'est exactement ce qu'il fait. Avant que tu fasses l'ayahuasca, il veut voir ta gueule. Bon, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le fais? Etc. C'est exactement ça qu'ils font, en fait. Et c'est logique, tu vois. Parce que d'une certaine façon, tu joues avec ton esprit et ton psyché. Et est-ce que ton psyché est prêt à faire ce genre de truc, oui ou non, en fait? Et quelque part, toi-même, en tant que personne, c'est très difficile de le savoir, parce que si ton ego est tellement fort et tellement puissant que t'as bouclier sur bouclier sur bouclier sur bouclier, et ben ouais, une expérience de la mort, ça sera une destruction de chacun de ces boucliers, et tu vas en prendre cher, quoi. Tu vois, et moi, tu vois, je suis rentré avec l'attitude avec laquelle moi je suis rentré, c'est je suis prêt à mourir pour avoir certaines réponses, donc fais de moi ce que tu veux. Mais voilà où j'en suis, et je montre le respect qu'il faut, mais là je ne peux plus vivre comme je suis actuellement. J'étais vraiment dans une période dark de ma vie, et oui, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Je vais pas faire genre, j'allais pas bien, quoi. Voilà.
Ok. La mort de mon ego m'a aidé. Me permet de Moi, boire je pense de qu'on l'eau. a fait un peu le tour là. Moi, je pense qu'avec ta conclusion sur tes trucs, on peut plus ou moins s'arrêter là, je crois. Bon, on n'a pas fait le tour du tout, hein, mais on peut Bah, parler. disons qu'après, ouais, c'est complètement un autre sujet, quoi. Mais ouais, c'est d'autres sujets, quoi. Donc, bah oui, on peut conclure. Donc, j'ai envie de vous remercier tous les deux d'avoir participé, mine de rien, dans un podcast qui, mine de rien, et je le dis pas souvent, hein, ce que je vais dire tout de suite, mais j'ai appris plein de trucs de vos réactions. Donc, merci. Et voilà, j'espère que vous avez Merci. kiffé. Et aussi, même chose pour les auditeurs, j'espère que vous avez kiffé si vous avez écouté. Et mais s'ils n'ont pas écouté, il ne faut pas entendre la phrase que j'ai dit. Enfin, bref. Donc voilà, et à toutes. Hein. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire avant que je clôture l'enregistrement. Non, rien de spécial, ça va. Non, C'était merci, cool. c'était chouette. C'était cool, Moi ouais. aussi, j'ai bien aimé. Ok, bah cool. Bah je conclus. À toutes.